C'est une guerre oubliée de tous, aux confins du Sahara. Que chacun prenne sa position. Ne nous attendez pas. Depuis 50 ans, ces combattants du Front Polisario se battent contre le Maroc. Leur but, récupérer leur territoire, annexé en 1975. Le Maroc a construit un mur qui se compose de plusieurs parties. Une partie de sable, des mines, et derrière tout ça, un mur de pierre. Après des tranchées et derrière des unités plus ou moins importantes. Tout ça pour repousser nos attaques. Et c'est de plus en plus difficile de les attaquer. Pour contenir les incursions du Front Polisario, le Maroc a déployé plus de 100 000 soldats et érigé un mur de sable de 2700 km qui lui permet de contrôler 80% du territoire, ne laissant qu'un désert de pierre aux Sahraouis. Mohamed Ali combat dans le désert depuis 35 ans. Il commande un groupe d'une trentaine d'hommes. On a une mission, s'approcher du mur et observer. Malgré l'aide militaire de l'Algérie, l'équipement de ces hommes reste rudimentaire, alors qu'ils se mesurent quotidiennement à l'une des plus puissantes armées d'Afrique. J'ai plus de 59 ans et je continue le combat parce que je n'ai pas le choix. La raison est simple, le Maroc est notre ennemi, qui occupe notre terre sans aucune raison. Et tant qu'on se tiendra debout, on va continuer la guerre. Et ensuite, ce seront nos enfants et nos petits-enfants qui continueront le combat. À découvert, ces hommes s'approchent des lignes marocaines, souvent à la merci des frappes de drones. Moi, j'ai été blessé ici par un drone, après une offensive sur le secteur d'Amliloud. On avait causé des pertes à l'ennemi, et au moment de la retraite, avant qu'on puisse rejoindre notre base, on a été attaqué par un drone. 10 km avant le mur, le terrain a été miné. Sonde le sol pour voir si c'est piégé. Cette guerre du Sahara a déjà fait 16 000 morts. Elle est le résultat d'une décolonisation bâclée, la dernière du continent. En 1975, après 90 ans d'occupation, les troupes espagnoles quittent le Sahara occidental. Le Maroc et la Mauritanie se partagent alors le territoire et les tribus sahraouis, opposées à cet accord, se soulèvent. Les combattants du Front Polisario repoussent l'armée mauritanienne, mais sont défaits par les Marocains, qui prennent le contrôle des territoires les plus riches, avec des gisements de phosphate, d'or, de cuivre et un littoral aux eaux poissonneuses. Bombardés par l'aviation marocaine, la plupart des Sahraouis fuient dans le désert et trouvent refuge dans des camps en Algérie. L'ONU réclame en vain depuis 1991 un référendum d'autodétermination. Aujourd'hui, 170 000 personnes vivent dans cette région désertique, au nom prédestiné, le Jardin du Diable. Sous ces latitudes, la température peut atteindre 50 degrés. Mais un autre danger guette ces réfugiés. 8 millions de mines sont disséminées dans le désert. Pour répondre à cette menace permanente, Endo Roua a créé une association d'aide aux victimes de mines antipersonnelles. Bonjour. Que la paix soit avec toi. Ahmed Salem est un vétéran de l'armée sahraoui. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, je ne me plains pas, j'arrive à dormir. Ah, grâce à Dieu.
Tu peux nous raconter comment tu as été blessé? C'est à cause de la guerre contre le Maroc. On s'était abrité à l'ombre d'un arbre. Le vent soufflait. On a voulu creuser le sable pour préparer le thé. Et là, il y avait une mine. Toute notre terre est truffée de mines et ça met en danger la vie des Sahraouis quand ils vont chercher de l'eau ou des zones de pâturage. Alors on va dans les familles pour prévenir du danger des mines. On parle à ceux qui traversent le désert pour se rendre en Mauritanie. Tout le Sahara est contaminé par les mines. On va voir les enfants parce que c'est important qu'ils se rendent compte du danger. Ce sont eux surtout qui sont les plus vulnérables, les plus exposés. Ndoroua ne fait pas que de la prévention. Depuis 2 ans, elle travaille pour une ONG en tant que démineuse. À l'université, j'ai étudié l'archéologie. On utilise les mêmes techniques et outils, les mêmes méthodes de recherche. Bien sûr, quand je rentre dans une zone minée, j'ai peur, mais au fur et à mesure, la peur s'estompe. Tu fais juste ton travail. Ce matin, elle doit sécuriser les alentours d'un camp. Des pistes sont toutes proches et des enfants pourraient s'aventurer dans une zone signalée comme minée. En cas d'accident, une équipe d'intervention viendra à votre secours. Mais c'est la personne la plus proche de vous qui devra vous épauler et vous administrer les premiers soins. Ndoroua ne dispose que de quelques outils pour son travail. Détecteur magnétique, truelle, pince coupante. Mais l'essentiel du travail pour neutraliser les mines se fera à la main. Particularité de cette unité, 1/3 sont des femmes. La démineuse sonde méticuleusement le sol, quand soudain, le détecteur réagit. Arrête-toi. Maintenant, il va falloir que tu commences à creuser. Surtout, tu fais attention. Tu restes en arrière. Pour éviter toute erreur, un protocole impose aux démineurs de travailler par paire. Un sur le terrain, l'autre en soutien. Le moindre faux mouvement peut être fatal. Ndoroua doit donc creuser centimètre par centimètre. C'est une mine antipersonnelle. Malgré tous ces efforts, il faudra des décennies pour nettoyer cette partie du désert. Cet engagement des femmes sahraouis se prolonge jusque dans l'armée. Pour trouver leur base, il faut s'enfoncer dans le désert, sous escorte. Dans cette caserne, 300 femmes, toutes volontaires, suivent une formation militaire. Elles sont nourries, logées, mais ne perçoivent aucune solde. Leur motivation est tout autre. La plupart ont perdu un membre de leur famille pendant la guerre. C'est le cas de Mogaf, 21 ans.
On a tous eu des martyrs dans nos familles et dans notre communauté. Alors tu culpabilises si tu ne fais rien pour eux. Mon objectif et mon rêve, c'est de me battre sur le front. Et ce jour-là, je sais que j'aurai plus peur pour mes camarades que pour moi. C'est une relation d'amitié, mais je les considère aussi comme ma famille. Quand l'une nous quitte ou part en permission, elle nous manque. Celles qui ont un fusil, avancez. Chargez vos armes. Feu. C'est la première fois que Mogaf tire à la Kalachnikov. Approchez-vous de vos cibles, rapidement. Là, tu as un tir à la tête. C'est un tir mortel. Le reste, ce sont des blessures. Si tu es caché ou camouflé, que tu as tiré mais raté ta cible, alors tu lui as permis d'identifier ta position. Donc le premier tir doit être mortel. La blessure doit au moins être grave pour que s'il te localise, il ne puisse pas te tuer. Venez, mettez-vous à l'aise. Faïl, 32 ans, est naturellement devenue la grande sœur des nouvelles recrues. Allez, venez prendre un bon thé après votre séance de tir. Mère de famille engagée dans l'armée depuis 3 ans, elle a perdu son père et ses 2 oncles au combat. Elle porte en elle une histoire qui résonne auprès de ses camarades. Je suis le chemin de ma mère qui a combattu en 1975, quand la situation était plus précaire. Elle est arrivée dans les pires conditions. La population était traquée par l'ennemi. Elle n'avait rien, elle a traversé le désert à pied. Pour boire, elle devait recueillir l'eau dans ses mains. Plus tard, elle a suivi une formation militaire et a aidé à bâtir la société. Je ne fais que suivre ses pas. Maintenant, ma mère est trop âgée. À présent, c'est notre tour de nous sacrifier pour notre terre. Mais tu as un enfant. Tu n'as pas peur de mourir? Si je dois mourir, qu'il en soit ainsi. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Je craque. Une fois par semaine, Faïl profite de sa permission pour retrouver son fils dans la maison familiale. Comme tout le camp de Boujdour, ce logis de tôle et de parpaing devait être provisoire. 50 ans après, il est toujours là. Comment tu vas, mon fils? Tu t'es bien comporté? Bonjour, maman. Bonjour ma fille. Ah, que je suis fière de te voir en uniforme. On avait une vie normale, confortable, en famille et on ne manquait de rien. On vivait heureux jusqu'à cet accord de partition. Ils nous ont vendus. Et pauvres de nous, on s'est retrouvés sans terre. Pour entretenir le souvenir et l'espoir du retour, les 5 camps de réfugiés portent le nom d'une ville annexée par le Maroc. Je suis la gouverneure du camp de Smara. Ici, chaque camp peut mettre en œuvre ses propres programmes qui sont ensuite proposés au conseil local. Azabrahim veille sur le destin de 48 000 personnes.
Ce matin, elle supervise un programme de santé publique dans l'école du camp. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes en quelle classe? En CP? Aujourd'hui, ce sont des femmes qui administrent la société sahraoui. 95% de la population est gérée par des femmes. Ce n'est pas un hasard. La société nomade a toujours accordé un rôle central aux femmes. Le Front Polisario nous a ouvert ses portes et lorsque les hommes sont partis combattre, les femmes ont pris leurs responsabilités. Dans les camps, 50% de la population a moins de 15 ans. Et les conditions sanitaires sont précaires. Ne t'inquiète pas, il va juste ausculter. Dans cet environnement désertique qui est difficile, on a des problèmes d'eau, d'alimentation, on a des cas d'anémie, de malnutrition, des enfants qui ont un poids faible et qui sont de petite taille. Il y a beaucoup de problèmes de calculs rénaux chez les enfants. Nous, au ministère de la Santé publique, on fait un travail de diagnostic pour identifier les cas qu'il faut résoudre rapidement. L'eau potable, acheminée par camion-citerne, est stockée dans des réservoirs. Les canalisations sont vétustes et souillées par les bactéries. Selon l'UNICEF, 55% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'anémie. Asa Bobby veut terminer sa visite par une salle de classe. Comme beaucoup d'adultes, elle s'inquiète pour ses enfants devenus sédentaires et dont l'avenir dépasse rarement l'horizon des camps. Qu'est-ce que vous leur enseignez? Des mathématiques. Combien il y a de fenêtres? Combien de vitres? 1, 2, 3. Et combien d'armoires? 1, 2. Le fait d'être réfugié, tu as cette idée en toi que la terre sur laquelle tu te trouves ne t'appartient pas. Quand les enfants rentrent à la maison, leur famille leur explique qu'ici, ce n'est pas chez eux. Et moi aussi en classe, je leur explique que cette terre n'est pas la leur et que nous en avons une autre, qu'ils doivent étudier, garder leurs coutumes et leurs traditions. Parce que nous sommes Sahraouis, que nous avons vécu comme Sahraouis et nous mourrons comme Sahraouis. Malgré la mise en place d'une administration en exil, avec ses dispensaires et ses écoles, les Sahraouis ne peuvent vivre sans l'aide étrangère et l'argent de la diaspora. Tu me montres comment on joue? Montrez-moi. Le plus difficile à accepter, c'est que des enfants naissent et meurent ici en tant que réfugiés. On espère que ce ne sera pas le cas des générations suivantes. Mais on se sent oublié et trompé par la communauté internationale. Pourtant, notre situation est grave. Même si la République sahraoui a été instaurée en 1976, c'est un État sans ressources naturelles, sans activité économique. L'aide humanitaire internationale n'arrive dans les camps qu'une fois par mois. Ce matin, le convoi du Croissant Rouge est enfin arrivé avec des produits frais. Sortez les oignons. Commencez par charger les oignons. Les employés de l'organisation n'ont que quelques heures pour charger les 54 tonnes de nourriture qui seront distribuées aux 170 000 réfugiés. Vous avez combien de sacs de patates? 22? C'est pour approvisionner un quartier? Oui, c'est pour un quartier. On a 3 produits, des pommes de terre, des carottes et des oignons. C'est une petite ration.
500 grammes par produit et par bénéficiaire. De manière générale, l'aide en produits de première nécessité a baissé de 30%. Cette situation a des conséquences dramatiques pour les Sahraouis. Selon les Nations Unies, 90% de la population des camps vit en situation d'insécurité alimentaire. Adala vit avec sa famille de 10 personnes à Smara. Bonjour, comment allez-vous? Là, on est en train de répartir la nourriture entre toutes les personnes du quartier. Dans le nôtre, on est 50. On doit répartir tout ça entre les voisins. Ça va nous permettre de tenir une semaine et demie. Et c'est censé nous suffire pour 1 mois. Ils nous donnent cette aide pour 1 mois, mais parfois il y a des produits pourris qu'on ne peut pas consommer. Quand il n'y a pas assez, il y a la solidarité. Ceux qui ont un peu d'argent pour acheter, ils partagent avec les autres. Mais avec la multiplication des conflits et des crises à travers le monde, les donations se font de plus en plus rares. Ça, c'est notre garde-manger. Nous, les Sahraouis, l'appelons le coffre du retour, parce que nous savons qu'un jour, nous allons revenir chez nous. Il y a du sucre, des lentilles, de la farine. Par mois, chaque membre de la famille a droit à 5 kilos de farine, un demi-litre d'huile. C'est tout ce qu'on reçoit. Ça n'est pas suffisant et en plus, l'aide diminue. Depuis 50 ans, les Sahraouis sont ballottés entre l'espoir d'un retour et la réalité d'un exil sans fin. Les puissances occidentales les ont définitivement abandonnés. Dernière en date, la France, qui en octobre dernier a affiché son soutien au plan de paix marocain qui prévoit une autonomie limitée, mais pas d'indépendance pour les Sahraouis. Dans ce quotidien, les moments de joie sont précieux. Selon la tradition musulmane, au 7e jour, la famille doit donner un nom au nouveau-né. Les Sahraouis y ajoutent un rituel. Ils nouent plusieurs prénoms à des tiges de dattier, baignées dans du lait, en signe de prospérité. On a Mohamed, Omar, Adnan et Babit. C'est sa mère, dissimulée derrière un paravent, qui tire au hasard une des branches. Mon souhait, c'est que mon enfant ne grandisse pas ici, dans l'exil, qu'il puisse vivre sur sa terre comme une personne libre et indépendante, que jamais il ne connaisse les souffrances que nous avons endurées. Il s'appellera Babit.